Je me souviens très bien du jour où j'ai appris la signification du mot altruisme. J'étais à l'école primaire. Je trouvais que ça sonnait drôle comme mot. Puis aussi, j'étais surprise de l'avoir jamais entendu. Avec une définition pareille, je me serais attendue à ce que ce soit un mot plus populaire. Un abreuvoir à colibri. C'est quoi le lien? Eh bien, il y a une légende qui veut qu'un jour, dans une forêt pas si loin de chez nous, il y a eu un incendie ravageur. Tous les animaux regardent leur écosystème brûler. Ils se sentent complètement impuissants. Et c'est alors qu'ils voient dans le ciel un petit colibri qui fait des allers-retours entre le lac et la forêt avec des petites gouttes d'eau dans son bec qu'il jette ensuite sur le feu. Après 2-3 allers-retours, il y a une marmotte qui s'impatiente puis qui lui dit « Hey, t'as-tu fini tes niaiseries? C'est pas avec quelques gouttes que tu vas éteindre le feu? » Puis le colibri, sans jamais s'arrêter, lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » La légende ne dit pas ce qui s'est passé après, mais moi j'aime imaginer que le colibri a inspiré tous les animaux à s'activer et qu'ensemble, ils ont réussi à venir à bout de l'incendie. Je pense qu'on ne mesure pas l'altruisme à l'ampleur d'une bonne action, mais plutôt à son impact concret dans le quotidien des gens. En posant un geste altruiste, aussi petit ou banal soit-il, c'est comme si on réaffirmait l'importance du collectif. Aujourd'hui, je vous invite à venir à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté qui, comme le colibri, font de leur mieux. J'ai toujours aimé les friperies. Je me suis tout le temps promenée dans les brocantes. J'aime ça, tout ce qui est vieux, recherché. Puis c'est là qu'on a découvert ce local-là ici. Quand on est rentré, j'ai fait « wow ». C'est une vieille bâtisse ici à Montjoly. J'essaie de retrouver tous les commerces et les choses qu'il y a eu ici. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le projet est parti avec l'idée de les deux sœurs, moi puis ma sœur, Annie Côté, puis on est deux côtés. Puis je pense que c'est vraiment autour d'un petit verre de vin avec ma mère que l'idée a sorti les sœurs d'à côté. On n'a pas fait beaucoup de publicité parce qu'on s'est dit que la meilleure, c'était le bouche à oreille. On a une super de belle vitrine, puis là, on dirait que c'est là que je m'épanouis à 100%. Là, j'essaie de faire des choses grandeur nature, puis les gens m'en parlent beaucoup. Je trouve que ça anime la ville. Je m'appelle Geneviève Côté, je suis copropriétaire de la boutique Les Sœurs d'à côté à Montjoly. Quand je suis sortie du secondaire, je voulais soit aller dans l'armée, dans la marine, puis j'avais le design. C'est vraiment, le monde va dire, mais mon Dieu Seigneur, moi j'ai été longtemps des cadets, j'ai tout le temps aimé tout ce qui est discipline militaire. Malheureusement, j'ai fait mes tests pour rentrer, bien j'ai échoué mes tests physiques. J'ai échoué mes push-ups. Ben oui, j'étais pas la personne la plus en forme. En tout cas, c'était vraiment cocasse parce que ça m'a amené qu'entre-temps, j'ai été acceptée à passer des tests pour aller à l'école à Québec en design intérieur et étalage. Moi, chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, c'est un privilège qu'ils viennent ici voir la boutique. On est beaucoup dans le vintage, mais toujours rester avec l'idée du second. Moi, je suis dans beaucoup d'organismes aussi pour la récupération du textile. J'ai des personnes qui font de la restauration avec des manteaux, des tissus comme des sacs bananes, ces choses-là. Fait que des gens, des fois, m'approchent, des artisans locaux, puis je leur offre de venir les mettre ici en vitrine à la boutique pour leur donner une chance, parce que la plupart des artisans, on sait que c'est dur. Il y a beaucoup de gens, des fois, quand il y a des décès, ils viennent me voir pour me demander si je veux prendre tel objet. J'ai même des gens qui viennent de Montréal, ils viennent passer leurs étés ici, puis ils m'amènent du stock. Ils me disent « Geneviève, on veut te l'amener à toi. » Même les choses qui ont de la valeur pour eux autres, ça me touche. J'ai une dame qui m'a amené sa robe de mariée. Puis l'autre fois, elle est venue, elle a dit « Mon Dieu, tu l'as mis sur le plancher. »
sur un beau rack, puis elle était toute émue. Puis souvent, quand j'expose des produits comme ça, les gens, ben ça ramène tellement de souvenirs. Soit qu'ils disent « Ah, ma grand-mère avait cette robe-là », puis là, on attend plein d'histoires là, sur les objets qu'on a. Tu sais, je sais pas nécessairement à quoi ça a servi, l'époque, l'année, mais moi, j'apprends tout parce qu'il y a des collectionneurs qui viennent ici. Il y a des gens qui connaissent les livres, la vaisselle. J'ai appris comme jamais dans l'univers ici. Nous, on est quand même très proches des clients. Les gens viennent pour venir me voir, pour parler, beaucoup sociabiliser, venir voir la boutique. Puis à un moment donné, il y a une madame, elle était épatée. Elle dit « Mon Dieu, que c'est beau! » Elle dit « J'ai dit, moi, madame, là, je fais du nœud avec du vieux. » Puis là, elle me dit « Est-ce que je peux te laisser mon mari? » Cette fois-là, je l'ai tellement trouvée bonne. Ah, j'ai ri. Je dis « Ah oui, madame, je laissez-moi aller. Ça va peut-être coûter cher, mais on va arriver à quelque chose. » C'est sûr qu'aujourd'hui, on s'entend que l'économie est plus difficile. La mentalité des gens a beaucoup changé, point de vue friperie. Quand les gens viennent me porter des choses puis ils me disent « On va donner ça aux petits pauvres. » Ouf! Aux petits pauvres. Qu'est-ce qui est pauvre? Qu'est-ce qui est riche? Aujourd'hui, on ne peut pas, je pense, établir ça. Je pense qu'on est dans une mentalité complètement différente aujourd'hui parce que les gens, puis surtout, je vois les adolescents, ils ont une mentalité sur le récupérer, le recyclage. On sait que l'économie, on en a trop de produits. Il y a un garçon qui était venu puis il m'avait dit « Ah, il dit, mon père ne viendra pas, il vient pas d'un friperie. » Quand le monsieur est rentré, il a vu une collection de livres qu'il avait quand il était jeune. Je ne sais pas si c'était à l'école ou chez lui. Bien, il a tout acheté, les livres de la collection. Et il dit « Mon Dieu, ça me rappelle mon enfance. » Puis la journée d'après, je pense, son garçon il est venu, il dit « C'est la première fois de ma vie que mon père achète de quoi d'une friperie. » T'sais, lui, il faisait souvent le tour des friperies, il dit « Je n'en reviens pas. » Mais c'est vraiment le fun parce que là, on amène les gens à découvrir d'autres choses. Nous, ce qu'on voulait, c'est être capable d'offrir justement un environnement avec des produits seconds, mais bien exposés. Puis pouvoir offrir la chance à toutes les classes économiques de venir ici. Fait que là, les gens, ils se mêlent ensemble, ils viennent chercher des produits. Ça arrive fréquemment que les gens me disent « C'est la première fois que je rentre dans une friperie. » Puis là, je vois qu'ils sont un petit peu... Ils viennent me porter des choses. Des fois, ils viennent me faire des dons. Puis après ça, hop, là, je les vois, ils reviennent. Ici, les gens, ils viennent pour découvrir. Des fois, ils savent pas quoi, mais ils viennent juste pour découvrir puis voir. Quand j'étais dans la jeune vingtaine, j'avais un voyage de prévu avec ma blonde, mais finalement, ça n'a pas marché comme prévu. Donc, au lieu de partir avec elle, je suis parti vers la Chine, aller rencontrer un vieil ami qui m'a dit « Viens donc me voir à place, tu vas voir, tout va bien aller. » Donc, je suis arrivé en Chine en 2003, je crois. Voyage formidable qui m'a ouvert les horizons. J'étais vraiment subjugué. Puis quand je suis revenu à Montréal, où j'habitais à l'époque, vraiment, j'avais le goût de garder dans le quotidien de ma vie une partie de cette culture chinoise-là. Je voulais faire de la relation d'aide. Au début, je voulais travailler à New York en anglais. Finalement, j'ai mon bureau, mais à Saint-Vallier de Bellechasse. C'est pas pareil, mais ça le fait. Mon nom est Hugo Bélanger, je suis acupuncteur de métier depuis maintenant 17 ans. Aussi musicien amateur, papa aimant et grand joueur de hockey du lundi soir. Quand j'étais jeune, moi, j'habitais en banlieue de Québec, mais mes grands-parents qui étaient ici à Berthier, nous, on partait tous les jours de l'an, Noël, Pâques, temps des foins, etc. On partait de Québec, prenait la 20 et on sortait ici à la sortie de Saint-Vallier pour prendre le chemin du Rocher où se trouve la maison. Donc, durant toute mon enfance, je suis passé devant cette maison-ci, bien entendu, sans trop la remarquer ou sans trop savoir. Et aujourd'hui, ma vie, depuis là, 11 ans maintenant, est enracinée ici. Les enfants poussent bien, la clinique est florissante. Je trouve ça formidable quand même que ce soit ainsi que ça soit passé. Surtout que quand j'habitais à Montréal, c'est tellement pas facile de se trouver un endroit où j'allais pouvoir pratiquer. Donc, d'arriver ici, je trouve ça spectaculaire.
Le plus grand ami de l'acupuncteur, sans aucun doute, c'est l'aiguille, notre fidèle compagnon. En fait, le mot acupuncture en langue mandarin, en chinois, c'est Jian Jiu, qui veut dire aiguille et moxibustion. En médecine chinoise, on a horreur du froid, donc de bien réchauffer. Mais la médecine chinoise est beaucoup plus vaste. Vraiment, c'est quand même la médecine de tout un peuple depuis plusieurs millénaires. Donc, ils ont vraiment détaillé toutes les fonctions humaines, du mal de tête au mal de pied, puis ils ont des formules pour être optimales. On peut faire de l'électrostimulation, que j'utilise quand même plus ou moins souvent parce que je considère que les Chinois d'une certaine époque n'utilisaient pas ça. Très traditionnel. La ventouse est un grand classique. Quand j'étais en Chine, j'avais quand même le goût d'essayer leur médecine, voir qu'est-ce que c'est, mais dans tous les bouquins, ils disaient « Attention à l'acupuncture, l'asepsie, on n'est pas sûr. » Donc, je suis allé pour un traitement massage et ventouse, vraiment beaucoup de ventouses, comme moi, j'ai jamais utilisé en clinique. Puis, quand je suis rentré, j'avais de la difficulté à m'exprimer, mais la personne qui m'a traité était non-voyante. Donc, je sentais toute sa capacité de palper, de toucher, de trouver les zones qui étaient sensibles à problème ou les chaînes. Moi, je masque aussi, surtout en musculo-squelettique, pour essayer un travail manuel. Puis souvent, je pense à lui, puis je fermais les yeux, puis j'ai vraiment essayé d'aller chercher le plus subtilement, avec beaucoup de sensations. Puis je trouve ça bien parce que je pense que c'est lui, la jeunesse, je sais pas son nom, je sais pas c'est qui, mais c'est quand même lui qui m'inspire à aller chercher dans le ressenti. Un de mes bons amis, un ami d'enfance, est allé dans un village et a trouvé ce grimoire qui, jusqu'à maintenant, était complètement indéchiffrable. J'avais demandé, quand j'étais à Montréal, à des voisins chinois, mais c'est tellement écrit en ancien dialecte ou symbole qui étaient incapables de le lire eux-mêmes. Mais maintenant, avec les technologies modernes, j'ai commencé à le déchiffrer. Ça semble être un recueil de prières et de pensées taoïstes qui est très, très proche de la médecine chinoise dans la philosophie asiatique. Donc, je suis extrêmement excité par ce grimoire. Je me souviens d'un village où je suis arrivé, puis effectivement, je détonnais tellement, puis j'ai l'impression que c'était le premier Nord-Américain blanc ou, qui arrivait dans leur village, puis la quantité de personnes qui s'étaient amassées à côté de moi pendant que je mangeais quelque chose que je n'étais pas capable de lire sur le menu. Je me souviens très bien qu'un jeune homme qui est parti en mobilette chercher sa cousine qui, elle, parlait un peu anglais, puis qui était venu s'asseoir. On a partagé un repas, mais tout le monde du village était autour. Puis ça, je trouvais ça fantastique comme expérience là, humaine, puis de voir à quel point finalement on est capable de se comprendre, puis j'ai trouvé ça charmant. Faire des nouvelles rencontres, ça paraît un peu cliché, mais je pense que c'est hyper important. Puis c'est ça aussi la médecine chinoise, c'est les relations humaines, c'est bien manger, pas besoin d'aller trop vite. L'altruisme, je pense que c'est le don de soi sans compter, sans attendre un retour. Puis ça rime un petit peu avec l'humanisme aussi. Si on veut que la planète tourne bien, faut mettre l'épaule à la roue quand même. Là. Donc, je donne tout ce que j'ai pour aider la vie de tous et chacun. On en a bien besoin, je crois. Tu sais, le mot bûcheron, hein? Le mot bûcheron. Moi, je trouve que c'est tellement un beau mot. C'est un mot qui a de la poésie, le mot bûcheron. Bûcher, là, bûcher du bois, couper du bois, c'est pas une fin, c'est un moyen. Je suis grandi dans ce milieu-là. Je suis grandi ici à Cap-Santé, dans le rang Saint-Joseph, au pied d'une rivière qui s'appelle le ruisseau Versailles. Écoute, de la poésie totale. Et à l'époque, il n'y avait pas de maternelle, de prématernelle. Donc, à l'âge de 4 ans, moi, 5 ans, là, je suivais papa dans le bois, là, autant l'hiver. Hein? Puis d'ailleurs, je me cachais derrière la grosse couverte à mon oncle Lionel, le frère de papa, pour être capable que ma mère ne m'empêche pas de monter dans le bois, même l'hiver. J'ai exercé une profession d'infirmier en salle d'urgence durant 34 ans. Mon métier d'infirmier a été une carrière extraordinaire et j'ai été très chanceux parce que, dans le fond, j'ai pu exercer les deux plus beaux métiers du monde, celui de forestier et celui d'infirmier.
Et c'était drôle parce que en salle d'urgence, les gens disaient « Ah, il y a un forestier qui travaille avec nous, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça fait un forestier en soins infirmiers, dans une urgence, puis tout? » Et j'aimais bien leur répondre la réponse suivante en leur disant « Moi, je suis un forestier, puis soigner des arbres, soigner des êtres humains, c'est très proche. Un arbre aussi, il y a des veines. Un arbre aussi, il y a une tête. Puis surtout, un arbre, il y a des bras, puis il y a des racines, comme nous. On a des racines. » Moi, quand j'ai hérité de la terre à un moment, là, c'est pas la valeur monétaire que j'ai hérité. J'ai hérité d'une richesse de biodiversité dans laquelle c'est limité. Mon nom est Michel Bertrand, de Cap-Santé. Et toute ma vie, depuis que je suis tout jeune, bien, je suis un forestier. Un malade du bois. Je suis dans l'âme un forestier et aussi un acériculteur à mes heures, qui croit en la forêt, qui l'aménage, qui travaille avec elle, puis elle travaille pour lui, travaille pour la société. Les gens m'agacent, hein? Lui, c'est le sieur de Cap-Santé. S-C-I-E-U-R. Le Noël d'antan, là, c'est le premier marché de Noël de type européen au Québec qui est commencé en 2001. Il y a un très gros sapin. On refait un village dans le village avec plein de maisonnettes. Et le vendredi soir, les enfants de l'école, ils sont une quarantaine, 50, des fois 60, ils sont tous habillés avec des surplis des anciennes enfants de chœur de l'Église. On a tout ça, hein? Puis ça s'appelle la marche des anges. Ah, ils sortent de l'Église habillés avec des ailes blanches, puis tout ça, les petits surplis, puis ils s'en vont illuminer le grand sapin. On est dans la féerie totale. De voir ce que les bénévoles font avec ces arbres-là, c'est extraordinaire. Ils vont servir à égayer une population, ils vont servir au bonheur d'un village complet durant un événement qui dure une fin de semaine, mais qui est extrêmement intense. Ils passent à 12 000, 15 000 personnes, bon an, mal an, à ce Noël d'antan. Et ce que j'aime de participer bénévolement à ça, c'est que notre forêt, c'est comme au service d'un village. Moi, la maison où je suis né, ici, 1907, bon, c'est mon grand-père Joseph qui a bâti, mais avant, il y avait une autre maison sur l'autre lot qu'on appelle chez Pépère, parce que justement, c'était les grands-pères, les arrière-grands-pères des Bertrand, puis tout ça. Sur ce chemin-là, au bord du bois, il y avait un énorme pin qu'aujourd'hui, hein, on a de la misère à faire le tour à deux, là. Papa parlait de ce pain-là en me disant, bien, nos ancêtres venaient brayer du lin en dessous de ce pain-là. Papa est mort à l'âge de 78 ans, en 2000. Puis papa a eu comme l'idée, mon nez, avant de partir, lui, d'emmener le pain avec lui dans le fond de « Hey Michel, là, on coupe-tu le gros pain, il va venir par sécher, puis tout. » Hey, ça m'a fait de quoi quand il m'a dit ça? Parce que toute sa vie, il m'a raconté l'histoire du pain. Les ancêtres, nos propres ancêtres brayaient le lin dessous. Mais j'ai dit « Papa, ce que tu m'as raconté, moi, à qui je vais le raconter s'il n'y a plus d'arbres? C'est une souche qui sera plus là dans 20 ans. » Puis il dit « Non, l'arbre, il va être là encore. Là. Puis s'il n'est plus là un jour, ça sera lui, sa décision. » Mais j'ai dit « Il me semble qu'on n'a pas le droit de faire ça, là. » J'ai dit, alors, ça m'a fait réaliser que dans une forêt, oui, il y a des arbres à récolter. Il y a des arbres que toute ta vie, tu les regardes grandir puis tu es content de les voir aller parce que tu leur as aidé. Mais il y a aussi des arbres qu'il faut que tu montres. La nature, elle a des lois, puis nous, on a des choix. Une forêt qui est saine, c'est une forêt dans laquelle il y a tous les âges d'arbres, toutes les variétés, toutes les races sont ensemble, puis ils se protègent un et l'autre. Et c'est la même chose de la population. Imaginons une population qui aurait juste des gens de tel âge ou des gens de tel âge, bien là, il va y avoir un déséquilibre. La biodiversité des essences, c'est une chose, mais la biodiversité des âges, des races, tout ça, c'est une richesse. Si tu aimes cultiver ta forêt, la voir grandir, elle te redonne énormément. Et si elle te donne du bonheur, c'est ça qui compte. La forêt, elle continue. Elle fait ce qu'elle a à faire. Suivons-la.